Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Claque Prod. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. On rattrape ça aujourd'hui avec un gros sujet, le sujet des PTZ. On avait déjà parlé avec Anthony sur ce qu'étaient les PTZ, à quoi elles servaient, quelles étaient leurs forces et leurs faiblesses. Aujourd'hui, on va un peu plus dans le détail. On vous présente notre PTZ, celle qu'on utilise sur toutes nos prods. Quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients. Vous saurez tout dans cette vidéo générique. On commence tout de suite, nos caméras, ce sont les AWUE50 de Panasonic. On aime bien cette caméra parce que c'est une caméra Panasonic, le milieu de gamme de chez Pana. Et Panasonic, c'est vraiment la grosse référence depuis 10-15 ans sur les caméras PTZ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les opérateurs PTZ ont l'habitude d'avoir des télécommandes Panasonic, notamment comme celle-là, la RP150 ou la plus petite télécommande, la RP60. Ça permet vraiment de pouvoir appeler n'importe quel technicien qui a déjà fait de la PTZ et il aura très probablement déjà utilisé ce panel. Alors, ces caméras-là sont sorties en 2022. Elles ont 3 ans et demi, et c'est des caméras qui sont à peu près entre le tiers et le milieu de leur vie. La UE50, elle présente plein d'avantages. C'est la première caméra de la gamme Panasonic à être venue avec l'auto-tracking. Et franchement, un auto-tracking qui marche pas mal. Alors, je vous le montre ici. Quand je l'active sur moi, sur la caméra, d'ailleurs, la UE50 qui me filme, ça nous permet de plutôt bien suivre. Tu vois que ça marche bien, hein? Oui. Et ça, c'est franchement une belle innovation. Avant ça, Panasonic offrait une solution avec un logiciel pour faire le tracking, mais c'était un poil plus compliqué et surtout, il fallait payer le logiciel. Au niveau de ses spécificités, la UE50, et là, c'est la grosse force vraiment de toutes les PTZ, c'est la versatilité. C'est quand même une caméra qui a un zoom x24 en équivalent de 35 mm, c'est du 20 au 600. Donc vraiment, on est royal, on peut se mettre au fond d'une salle et aller chercher des visages, des regards. C'est vraiment très confort. Et d'ailleurs, je vous montre un petit peu sur la caméra, la PTZ, là je me mets au plus large et je refais un petit crash zoom hop, sur ma tête. Tac. Vous allez voir que la caméra elle est à 2 mètres de moi et franchement on fait un plan de cow-boy. Donc ça, c'est au niveau un peu optique. Au plan le plus large, je crois que c'est 74-75 degrés. C'est vraiment assez pratique. C'est une caméra qui est assez petite. Je crois qu'elle fait dans les 2 kg, 2,5 kg. Au niveau connectivité, on a un peu le classique. Une sortie RJ pour fonctionner ici en PoE et contrôle de la caméra. Une sortie 3G SDI. D'ailleurs, vous allez voir sur le site de Panasonic, il y a une autre version de la caméra qui est la AWUE40, dont la seule distinction avec celle-ci est le fait qu'il n'y a pas de sortie 3G SDI. Une sortie HDMI et une sortie qu'on a Type-C ici, qui est une sortie RS422 si vous voulez contrôler directement avec votre télécommande sans passer par un réseau. Putain, merde, y a pas de réseau. Ce que je vous déconseille de faire, sauf en galère. Il y a aussi un mini jack pour faire un in en audio. Ça peut servir aussi, mais j'ai jamais utilisé. Aussi, un autre avantage, parce que malgré leur petite taille, ces caméras-là, c'est des caméras 4K. Alors, un petit peu de limitation sur le 4K, c'est du 4K 30, pas du 4K 60, comme le fait la UE150 ou les modèles un peu plus haut de gamme, comme la UE80. Mais le 4K 30 reste largement suffisant, surtout si vous êtes dans le monde du broadcast. Franchement, la plupart des conférences quand même sont toujours filmées en Full HD et il nous arrive encore très souvent de streamer en 720p. Donc le fait d'être 4K compatible en 30 images, c'est déjà super et ça assure le fait que la caméra peut servir encore longtemps. Autre avantage de cette caméra et fonctionnalité qui est plutôt chouette, c'est une caméra qui a des fonctionnalités de streaming intégrées, du streaming en RTMP, en SRT. Donc si vous faites juste une caméra qui stream vers un endroit, on peut le faire avec cette petite caméra-là. C'est pas une fonctionnalité que j'ai déjà utilisée, mais ça peut servir. Par contre, une fonctionnalité qui, elle, au préalable était payante, est devenue gratuite à l'été 2025, et on remercie Panasonic pour avoir mis cette mise à jour gratuite. C'est l'inclusion du NDI directement dans les caméras. Alors le NDI, c'est quoi? Le NDI, c'est ce qui permet d'envoyer un flux vidéo en format moyennement compressé, mais surtout avec une très faible latence sur le réseau. Alors oui, le NDI va compresser un petit peu votre image, mais pour un petit setup avec un vMix sur lequel vous faites rentrer 2-3 caméras en réseau, ça peut vous faciliter la vie pour une installation. Si vous utilisiez les anciens modèles des caméras, vous aviez un ancien contrôle interface en ligne qui était un peu pas très belle, pas top, je crois, avec un fond bleu. Et là, ils ont redesigné les choses avec ces caméras-là, qui est quand même beaucoup plus pratique pour la gérer.
Franchement, si vous n'avez pas le panel et que vous ne faites pas beaucoup de mouvements, vous pouvez presque tout gérer depuis cette interface en ligne. Vous pouvez même activer et désactiver le tracking. C'est franchement bien pratique et une bonne chose de travailler chez Panasonic. Voilà un peu pourquoi aujourd'hui, moi je vous recommanderais, si vous venez dans le monde du broadcast et que vous aviez un petit billet à mettre, de penser assez fort à ces caméras-là, autour de 2500 € hors taxe, pour monter votre set. Donc ces caméras-là, forcément leur grande faiblesse, c'est la lumière. Oui, je comprends, c'est déjà super de toute façon. D'ailleurs là, on pouvait comparer un peu l'image bien éclairée entre les caméras PTZ et un boîtier Sony plein format. Si j'enlève la lumière, normalement, ça devrait un peu plus bruiter forcément sur la caméra PTZ. Sachant que aujourd'hui, si vous êtes en live, bon, là, on ne peut pas faire grand-chose, mais si vous êtes en rec, aujourd'hui, le logiciel comme DaVinci arrive à quand même pas mal débruiter l'image, donc ça rattrape bien les choses. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de cette caméra, qui est à mon avis une bonne caméra pour le milieu de gamme, je vais vous dire un peu comment je la vois par rapport à d'autres caméras de la série Panasonic et par rapport à d'autres caméras des concurrents. Alors forcément, c'est mon avis, je connais certaines caméras, je connais pas tout, loin de là, mais écoutez, je vous ferai mon opinion le plus honnête. Alors la caméra dans la gamme Panasonic. La gamme Panasonic, aujourd'hui, il y a deux reines. Your new prom queens are... La AW UE 160, la AW UE 150 qui se fait gentiment remplacer. La UE 150, si vous arrivez à trouver en occasion pas trop cher, ça peut être intéressant de la prendre, mais de l'occasion peut-être autour de 4000 € hors taxe. Peut-être que si vous tombez sur moins que ça, franchement, ça vaut le coup de ne pas avoir ces caméras-là qu'on trouve très peu en occasion, autour de 2500 € neuve, mais de se dire que je dépense un peu plus pour avoir la UE 150. Moi, je pense que ça vaut le coup. Vous perdez des fonctionnalités comme l'auto-tracking et des choses comme ça, mais vous gagnez quand même le fait de pouvoir mettre des LUTs, plus de contrôle sur l'image sur vos caméras. Ça peut valoir le coup. Si vous êtes full budget, allez-y, faites-vous plaisir et prenez le haut de gamme. Tu gagnes un max? Ouais, ce qu'il faut pour vivre décemment. Ça vaut le coup, mais forcément, les différences sont moins criantes. Il y a encore sur le marché d'occasion, des caméras plus anciennes, les HE120, qui pensent vraiment à dater. Je ne vous les recommande plus, leur image est vraiment ancienne. Et les HE130, qui honnêtement ne vont pas faire de différence d'image avec les UE50. Donc en une génération, en fait, le moyen de gamme de chez Panasonic a rattrapé l'ancien haut de gamme. Mais c'est normal parce que la technologie évolue et avance. Chez les concurrents, moi je trouve que la gamme qui se défend bien parce qu'elles sont vite en grand capteur et pour moins cher, c'est la gamme de chez Canon qui reste assez sympa. Canon qui je crois a 3 ou 4 caméras, les caméras CNR 100, 300, 500, 700 il me semble. Et à partir de la CNR 500, vous avez un capteur 1 pouce. Vous bénéficiez quand même de ça. Il me semble que sur le Canon, le zoom est un peu moins grand. Je ne sais plus si c'est un zoom x12 ou un zoom x20, mais le capteur est plus grand et le résultat des images est assez chouette. Et le panel a des fonctionnalités tactiles que vous n'avez pas sur le panel Panasonic qui ont l'air assez chouettes. Moi, j'ai vu les images, j'ai vu ce que ça tournait comme émission. J'étais assez satisfait des images que sortaient les Canon. Je suis très satisfait de votre travail. Aujourd'hui, il y a des solutions sur le marché qui sont un petit peu hybrides, qui sont mi-PTZ, mi-caméra classique grand format. Vous avez bien sûr chez Sony le FR7, qui est une FX6 avec un bras de PTZ. Ça marche très bien. Franchement, je l'ai utilisé pour filmer, c'est assez chouette. Le panel que j'avais de Sony cassait pas 3 pattes à un canard, Enfin, il casse pas 3 pattes à un canard. mais il faisait le taf. C'est bien, mais on va vite arriver sur des coûts qui sont assez importants. Je crois que la caméra est quand même à 7, 8 ou 10 000 €. Et après, vous devez prendre des objectifs motorisés qui ne sont pas non plus donnés. Donc, mine de rien, vous montez assez vite. Et une autre solution que je n'ai pas expérimentée, mais que j'ai vraiment envie de tester, et d'ailleurs on va normalement la tester sur cette chaîne-là, c'est la solution de Middle Things. Middle Things qui est une boîte en fait, qui permet de transformer des boîtiers classiques, du Pana, du Sony, du Blackmagic, en boîtier PTZ, et ils permettent notamment de piloter des DSLR sur des Ronin à distance depuis la régie. Ça permettrait d'avoir vraiment le meilleur des deux mondes, les gros capteurs des plein format des caméras DSLR et les fonctionnalités des PTZ. À voir si c'est assez stable pour un usage vraiment pro. Il y a une nouvelle version qui vient de sortir, là, une V3 que j'ai hâte de tester, mais ça peut être une bonne solution. Et là, si vous prenez un Ronin à 800 € et que vous rajoutiez un boîtier à 2005 et un objectif à 1000 €,
on est sur des trucs qui peuvent être assez chouettes pour un budget de moins de 5 000 € par cam. Ça peut être intéressant d'aller chercher des solutions de ce côté-là. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut faire et de voir les différentes PTZ, de voir ce que nous on aimait bien sur notre PTZ, notre petite chouchoute du moment, et je pense qu'il sera encore notre caméra PTZ principale pendant quelques années, la AWUE50 qui nous suit depuis plus ou moins leur sortie et que je vous recommande de mettre la main dessus. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me laisser un petit message dans les commentaires, et puis si vous avez des questions, j'y répondrai aussi avec grand plaisir. On va essayer d'être un peu plus régulier sur cette chaîne, d'essayer d'avoir un peu plus de découvertes de matériel, peut-être de parler avec des gens de l'industrie. On va en tout cas vous tenir au courant. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le monde des PTZ est plus clair pour vous et que vous avez bien compris les avantages et les petits inconvénients de notre chouchoute, la AWUE50. On vous met un petit lien en dessous si vous vouliez l'acheter. Et nous, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Alors, le fait de travailler et d'avoir pris du matériel de Panasonic, ça permet une grande compatibilité.